Que signifie être dans l'erreur? Et comment essayer d'être dans le juste? Si par exemple vous ignorez tout de la nature du vent et des propriétés du vent. Et si par ailleurs vous vouliez parler du vent, vous pourriez vous retrouver en train de dire des bêtises, des choses fausses, des choses erronées, sur le vent. Quand vous pensez au vent, il y a des pensées qui vous viennent à propos du vent. Et vous pouvez tricoter sur ces pensées. Sans rien dire de pertinent sur le vent. Par exemple, la pensée qui dit que le vent c'est le souffle des anges, et celle qui dit que le vent c'est la trace du mouvement des esprits de l'air. Sont des pensées qui pourraient résonner avec votre sensibilité intellectuelle. Et vous pouvez vous retrouver en train de les défendre dans une discussion sur le vent. Vous pouvez même soutenir l'idée que le vent est l'effet atmosphérique des pensées humaines, et même raconter une expérience que vous auriez vécue, où une petite rafale aurait soulevé quelques pages de votre livre, et l'aurait laissé ouvert exactement à une page où se trouvait un paragraphe qui répondait, vous pouvez le jurer, à l'une de vos préoccupations du moment. Ce qui serait la preuve pour vous qu'il y a un esprit dans le vent qui est en relation avec les pensées et les préoccupations humaines. Quand des idées, c'est-à-dire des pensées, en tant que signifiants, plaisent à votre sensibilité intellectuelle, et quand en même temps ces idées portent sur un objet sur lequel vous n'avez pas beaucoup de connaissances. Vous pouvez vous retrouver en train de tenir pour intéressantes, des idées complètement fausses à propos d'un objet. Votre ignorance sur le vent d'une part, et votre propension à avoir des idées plaisantes, pour vous, sur le vent d'autre part, vont créer une dynamique de pensée dans laquelle vous allez avoir des choses à dire sur le vent. Mais des choses certainement erronées. Et si vous les dites avec beaucoup de sophistication intellectuelle, vous pourriez même impressionner des gens qui n'ont pas une bonne capacité de réflexion logique, et qui confondent l'usage de mots compliqués avec un niveau élevé de réflexion. Exemple? Vous pourriez dire ceci sur le vent. Le vent est le vecteur matriciel du mouvement de la pensée humaine qui se propage dans l'omnidirectionnalité de l'air. Mais le vent n'a pas réellement de direction, c'est la matrice de perception conditionnée de l'humain involutif qui donne au sens limité l'expérience illusoire d'un vent directionnel. Plus loin, le vent est le symbole de la liberté du principe universel qui transcende le conditionnement de l'humain involutif, mais le facteur de libération dans la conditionnalité de l'homme au-delà de l'humain, est un facteur qui est en résonance avec le mouvement oscillatoire du déterminisme acausal du souffle libre. Un tel propos peut en impressionner beaucoup. Qui ne pourront pas voir clairement et nettement qu'il s'agit d'un tissu de pure bêtise sur le vent. Et vous-même pourriez-vous croire intelligent à débiter de tels discours? Si quelqu'un qui a plus de connaissances que vous sur le sujet, et qui n'est pas engagé dans l'esbrouf intellectuel, expliquait simplement que le vent est le mouvement local d'une masse d'air qui procède des différences de niveau de pression et de niveau de température en divers points d'une zone considérée. Vous pouvez vous retrouver en train de lui rétorquer c'est ton opinion, mais moi je vois les choses différemment. Ici l'exemple du vent est juste un exemple simple pour illustrer certains mécanismes de pensée produisant généreusement de la bêtise intellectuelle, qui est incapable de se reconnaître telle qu'elle. Quand des pensées ou des idées résonnent agréablement avec votre sensibilité intellectuelle, ces pensées et ces idées ont toujours l'air intéressantes, et même elles vous semblent vraies. Du simple fait qu'elles génèrent une réaction agréable dans votre sensibilité intellectuelle. Et quand vous êtes sur un sujet qui vous semble abstrait, ce mécanisme n'a plus aucun paramètre de contrainte de logique et de contrainte de réalité. Supposons que vous n'êtes pas mécanicien, et supposons que votre voiture soit l'objet de plusieurs pannes qui l'immobilisent ou qui rendent son usage erratique. Il y a ici un enjeu pragmatique, remettre votre voiture en bonne condition de marche. Cet enjeu va agir comme une contrainte de réalité. C'est-à-dire, essayez de faire avec votre voiture ce que vous avez fait avec le vent. C'est-à-dire du haut de votre ignorance, vous allez penser à votre voiture et vous allez avoir plein de pensées apparemment intéressantes sur votre voiture et son fonctionnement. Et à partir de ces pensées qui vous sembleront tout à fait intéressantes voire fascinantes, essayez d'agir concrètement pour réparer vous-même votre voiture. La contrainte de réalité vous montrera que vous vous trompez, parce que, en appliquant vos belles pensées dans l'effort de réparer votre voiture, vous n'aboutirez à aucun résultat. Voire même vous allez aggraver l'état de panne de votre voiture, en essayant de modifier la courbure matricielle du fer alchimique de la jonction brillante entre l'axe du volant et l'axe métaphysique du parallèle central. S'il n'y avait pas cet enjeu pragmatique de remettre votre voiture en bonne condition de marche, et s'il n'y avait pas cette contrainte de réalité qui oblige à vérifier concrètement si ce que vous faites a bien pour effet d'obtenir le résultat escompté. Vous pourriez vous convaincre que vos idées sur la voiture sont intéressantes et même pertinentes. En l'absence de toute contrainte de logique et de toute contrainte de réalité. Donnons un nom à ce phénomène, et choisissons un nom déjà commun, la masturbation intellectuelle. C'est quand vous pensez, et que votre seul paramètre c'est la résonance des pensées avec votre sensibilité intellectuelle. Et c'est quand vous pensez, et que vous refusez évidemment de soumettre vos pensées à quelque contrainte de logique et à quelque contrainte de réalité que ce soit. Ce qui ne vous empêchera pas de prendre quelques anecdotes pour essayer de donner un semblant de validation concrète à vos pensées. Comme avec l'expérience du vent qui a tourné les pages de votre livre et qui l'a laissé ouvert sur une page avec un paragraphe qui vous a parlé à ce moment-là. Quand vous êtes dans la masturbation intellectuelle. Personne ne peut vous en sortir, même avec un raisonnement impeccablement logique. Quand les sujets semblent abstraits, vous n'avez aucune limite dans la masturbation intellectuelle.
Ce n'est pas comme avec la voiture, personne ne viendra vous montrer que votre voiture ne marche toujours pas malgré vos élucubrations apparemment intéressantes. Qu'est-ce que la contrainte logique et comment essayer de l'appliquer? La contrainte logique est ce qui vous empêche de tomber dans la masturbation intellectuelle. Et qui vous permet de vous ancrer dans la réflexion rationnelle. Dans le principe, c'est de vous astreindre à respecter les propriétés et les caractéristiques spécifiques d'un objet, quand vous réfléchissez sur cet objet. Et à veiller à ce que vos éventuelles déductions et vos éventuelles conclusions soient cohérentes avec la base des propriétés et des caractéristiques de l'objet. Pour avoir une réflexion rationnelle sur le vent, vous devez commencer par vous enquérir des propriétés et des caractéristiques spécifiques du vent. Exemple. En comprenant que le vent a à voir avec des mouvements de masse d'air, et en comprenant que les masses d'air bougent naturellement si les différentiels de niveau de pression et de niveau de température sont suffisamment significatifs entre deux points d'une zone donnée. Vous pourriez comprendre comment se détermine la vitesse et la direction d'un vent. Et même la durée d'un vent. Vous pourriez comprendre comment l'environnement influence le vent. Comment les juxtapositions et les contrastes entre des points d'eau, des zones boisées et des dénivelés de paysage, influencent la dynamique des vents. Comment la rotation de la Terre, la dynamique des nuages et les variations d'ensoleillement et de phase nocturne, influencent la dynamique des vents. Comment les différences de caractéristiques entre les grandes masses d'eau de l'océan, qui n'est pas uniforme, contribuent à la formation de certains vents. Etc. En vous appliquant dans un premier temps à essayer de comprendre les propriétés et les caractéristiques de l'objet vent. Et en vous appliquant à construire vos raisonnements en respectant les implications de ces propriétés et de ces caractéristiques. Vous découvrez que le vent possède sa propre complexité fonctionnelle et sa propre complexité structurelle. Et que cela est même plus intéressant que votre précédent exercice de pure masturbation intellectuelle sur le vent. C'est ce que permet le respect de la contrainte de logique, les choses ont des propriétés et des caractéristiques, il faut d'abord faire l'effort de les connaître, avant de développer des raisonnements sur les choses. Et les raisonnements doivent s'astreindre à respecter la cohérence des principes et des caractéristiques. Si vous avez accès à l'observation directe et contrôlée d'un objet qui échappe ordinairement au sens physique, vous devez prendre le temps d'une observation patiente et aiguisée, afin de déterminer autant de propriétés et de caractéristiques que vous pouvez. Si par exemple vous avez la capacité de percevoir les génies de la nature, ces génies de la nature ne sont plus une chose abstraite pour vous, c'est une chose concrète pour vous. Et vous devez prendre le temps de l'observation rigoureuse avant d'essayer de raisonner sur ce qu'ils sont et comment ils fonctionnent. Si vous n'avez pas la capacité de percevoir les génies de la nature, ne vous lancez pas dans de la masturbation intellectuelle à leur propos, lisez et récoltez des données sur les expériences des gens qui témoignent les avoir vues. La contrainte de logique s'applique aussi, et elle s'y applique très bien, à des sujets purement abstraits. Et la base est de définir d'abord de manière cohérente, claire et précise, les concepts dont vous aurez besoin pour développer des raisonnements sur les sujets abstraits. Vous pouvez parler de la liberté, de l'amour, de la paix, de l'harmonie, etc. Et vous éviterez de vous lancer dans de la masturbation intellectuelle, si vous vous imposez une rigueur de cohérence et de clarté de définition dans les concepts que vous allez mobiliser. C'est la même chose quand vous voulez parler des objets psychologiques, la peur, l'amitié, la violence sociale, etc.